Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Armelle, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 96 « Je parle d'affectivité à mon enfant ». On aborde aujourd'hui un sujet qui m'est cher. En tant que sexologue, voilà 10 ans que je rencontre des jeunes de tous les âges. J'ai la chance de partager et d'échanger avec eux. Les propos d'aujourd'hui sont tirés de mon expérience et aussi des questions que j'entends de la part des parents. Le sujet est tellement vaste que je vais l'aborder en plusieurs parties. Je vais commencer par les enfants de moins de 7 ans aujourd'hui, et puis ensuite, dans les prochains numéros, dans plusieurs semaines, nous aborderons comment parler de la puberté, qu'est-ce qu'un adolescent. Et puis pour terminer, nous aborderons toutes vos ressources, vous, parents, grands-parents, éducateurs. Sur notre site 2 minutes de bonheur, avec l'article qui va accompagner ce podcast, vous trouverez un lien pour déposer votre nom si vous souhaitez être informé de ma prochaine formation en visio sur le sujet. Lors de ces formations, je propose des outils concrets et positifs et je suis là, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions et surtout partager entre parents, entre éducateurs, entre grands-parents, c'est extrêmement important parce que je sais combien toutes vos interrogations sont nombreuses. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! L'autre jour, ma fille de 6 ans m'a demandé comment on fait les bébés. Je ne lui ai pas répondu. Celui de 3 ans se balade tout nu à longueur de temps et ça me dérange. Mon grand-neveu de 10 ans ricane dès que mon mari m'embrasse et quand il voit un couple enlacé à la télé, il dit « Burk ». Comment réagir? Que dois-je dire? Et là, ça me chicote. J'ai bien envie de leur parler de sexualité, de dire que c'est beau. Et à côté de ça, je suis super gênée et je ne sais pas quoi répondre à toutes ces questions. Alors pourquoi parler d'affectivité et de sexualité avec un enfant et encore plus quand un enfant a moins de 7 ans? Eh bien, figurez-vous que c'est bien nécessaire et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le sexe, la sexualité, ça fait partie de la vie. Et ça ne devrait pas être un sujet plus difficile que la mort, la religion ou le racisme. Parce qu'après tout, et aussi, quand on est parent, on veut le meilleur et malgré ça, on est freiné. On est freiné parce que, d'abord, on a peur d'être maladroit. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? On a peur de ne pas trouver les mots. Mais quand dois-je en parler? Et on a peur aussi de ne pas être un expert. Comment je vais pouvoir le dire? Et pourtant, sachez que vos enfants et que les enfants attendent une parole des adultes, une parole de vous. La deuxième raison pour laquelle il est important de parler avec ses enfants, même petits, c'est de les éloigner de la pornographie. Alors bien sûr, ils n'en sont pas exposés directement aujourd'hui, cependant, quotidiennement, avec tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent, ils sont aussi confrontés à des messages sexuels, comme avec des publicités, que ce soit dans les films, et ils ne sont pas véritablement non plus informés. Effectivement, un enfant informé va être un enfant qui va savoir se protéger. Alors bien sûr, en tant que parent, on peut mettre le contrôle parental. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Vous imaginez par exemple que votre enfant regarde Pocahontas sur un site de streaming et avant de voir la belle indienne, probablement qu'il verra des pubs pornographiques sur l'écran. Pas non plus à l'abri d'un camarade de classe qui est exposé à des images et qui va les raconter. Ou encore un grand frère ou une grande sœur qui va lui proposer de regarder quelques images amusantes. On en reparlera quand nous parlerons des adolescents. Troisième raison pour laquelle il est important d'en parler avec des petits-enfants. C'est un médecin à Harvard, Mark Schuster, qui dit que quand les parents attendent le bon moment pour parler de sexualité à leurs enfants, le bon moment, il est loin derrière eux. Une autre étude dit aussi qu'un enfant qui a eu un discours à la maison sur la sexualité aura sa première relation sexuelle plus tardivement, il sera plus sélectif sur le choix de son partenaire et il se protégera mieux. Enfin, la quatrième raison qui est véritablement mon leitmotiv, c'est celui qui ne sait pas va voir et aussi le premier qui parle marque des points. Je vais vous illustrer ça avec la métaphore de la cire et de l'eau chaude, une métaphore que je raconte souvent. Imaginez un récipient contenant une épaisse couche de cire froide, durcie, dont la surface est tout à fait plate et lisse. Vous prenez un pot rempli d'eau chaude et vous en répandez un peu sur la cire. L'eau peut librement glisser où elle veut sur cette surface vierge. Mais étant chaude,
À peine entre-t-elle en contact avec la cire que l'eau en fait fondre le dessus en y imprimant une empreinte peu profonde, comme un skieur dans la neige poudreuse. Désormais, la cire présente un léger creux, l'eau chaude ayant tracé un chemin pareil au lit d'une rivière. Si maintenant, vous répandez à nouveau un petit peu d'eau chaude dans le même récipient, que va-t-il se produire? Où l'eau va-t-elle tomber en premier? Eh bien, vous l'imaginez bien, comme elle est moins libre que la première fois, l'eau va rejoindre la trace antérieure qui va dès lors guider son écoulement et s'approfondir un peu. Plus vous versez d'eau, plus la même trace se creuse encore davantage, ne permettant plus à l'eau d'emprunter un autre chemin que celui qui est déjà tracé. Cette métaphore illustre combien la première empreinte laisse des traces. Je vous laisse imaginer, quand le premier contact avec la sexualité est choquant, quelle empreinte aura l'enfant? Certes, la résilience de l'homme et de l'enfant est grande. Je vous renvoie à notre podcast 65. Cependant, vous savez comme moi que changer un cours d'eau est malaisé et encore moins quand il est rivière ou fleuve. Donc, les mots que vous utilisez, vous, parents, grands-parents, éducateurs, vont laisser une impression à l'enfant. Si le discours est orienté vers le beau, le grand, l'émerveillement, alors l'enfant qui va être en contact avec la pornographie ou des discours crus ou peut-être pour lui choquants, il aura au fond de lui-même une force. Il se souviendra des mots que vous avez prononcés, qui lui rappelleront que l'amour, ce n'est pas sale, berque, écœurant, dégoûtant. Des mots que j'entends de plus en plus dans des classes de primaire et avec de jeunes enfants. Allez, je change de regard. Pensez-vous qu'il est possible d'élever et d'aider son enfant à bien se servir de sa tête sans lui apprendre à connaître son corps? Alors, au placard, les « je ne suis pas à la hauteur, je suis incapable d'en parler ». Avant tout, prenez confiance dans vos capacités. Je vous renvoie au podcast numéro 7, Je me fais confiance. Vos talents sont beaucoup plus nombreux que vous l'imaginez. Pour sortir de la gêne, dites-vous que la sexualité infantile, donc celle de l'enfant, revêt des aspects différents de la sexualité adulte. L'enfant est animé d'une volonté de séduire, d'être aimé. Il est nourri de contes, d'explications scientifiques. Son imagination déborde et son identité sexuelle se cherche. Alors qu'à partir de l'adolescence, la séduction va passer par l'érotisme, les premiers baisers, les caresses, les premiers rapports sexuels, l'enfant aura une représentation juste et claire de la sexualité seulement à la puberté. Alors vous, adultes, quels sont vos atouts? Votre premier atout, c'est l'éducation silencieuse. Cette éducation silencieuse, c'est une manière de construire la sexualité de son enfant. L'éducation silencieuse, c'est l'éducation des gestes, des mots du quotidien avec son entourage. Pour ceux qui sont en couple, comment êtes-vous avec votre conjoint? Sachez que chaque caresse, chaque mot doux, chaque geste tendre, chaque attention sont captés par l'enfant et ça le construit. Et ça construit sa sexualité et son affectivité. Et puis, que dites-vous de votre condition d'homme ou de femme? Plus avenant de parler la joie d'être une femme ou un homme plutôt que de se plaindre auprès des enfants. On dit « Oh, tu verras, quelle galère de travailler. Oh là là, avoir ses règles, c'est infernal. » Est-ce qu'une petite fille a envie de devenir une femme quand elle entend ça? Ou « Ah, vivre en couple, c'est l'angoisse. » Est-ce que l'enfant aura envie de se mettre en couple quand il deviendra adulte? Certes, nous avons tous ces pensées assez négatives. Cependant, parler positivement de votre vie d'adulte, ça va donner aux enfants l'envie de devenir adultes eux aussi. Également, la tendresse que vous avez envers votre enfant est aussi essentielle pour son développement psycho-affectif et un développement harmonieux. Votre enfant, il a besoin d'être touché comme d'être nourri. Quand vous prenez votre enfant dans vos bras, quand vous le câlinez, quand vous le caressez, vous lui inculquez la notion de plaisir et elle sera nécessaire plus tard dans sa sexualité. J'appelle ça développer sa carte du tendre. Quand vous exprimez aux enfants vos sentiments, quand vous leur parlez, vous leur inculquez la notion de la relation, qui est indispensable dans une relation sexuelle. D'ailleurs, dans relation sexuelle, il y a bien le mot relation. Ces réponses à leurs besoins d'affection et de tendresse vont leur permettre de se développer et de développer, comme je le disais, sa carte du tendre. Et cette carte du tendre, ça va les accompagner toute leur vie affective et sexuelle. Et ça va leur donner aussi une sécurité affective.
Saviez-vous par exemple que si le cou est une zone érogène, c'est que sans doute enfant, vos parents vous faisaient des bisous dans le cou et vous faisaient des pfff et qui vous faisaient rire quand vous étiez bébé. Et depuis, c'est devenu une zone que quand on la caresse ou quand on la touche, ça vous donne envie de sourire. Un autre atout que vous avez aussi, c'est savoir leur parler et faire la différence entre intimité et pudeur. La pudeur, elle parle autant du corps que des sentiments. Ça peut être avec une connotation positive, par exemple, la retenue, la modestie, et aussi, la pudeur peut avoir une connotation négative, comme gêne, honte de son corps, honte de sa sexualité. J'aime bien dire que la pudeur est comme un voile qui bouge, un voile qui voile et qui dévoile en fonction des circonstances. Je donne souvent comme exemple aux jeunes en leur disant, pour leur expliquer la pudeur, par exemple, on est à l'aise en maillot de bain sur la plage, mais pas dans cette même tenue, dans un marché. Tout comme certains sentiments s'expriment dans l'intimité et non en public, vous dites « je t'aime » dans l'intimité et non en pleine conférence. À noter tout de même que chaque société a ses critères de pudeur. Les codes peuvent évoluer avec le temps. Nos grands-mères cachaient leurs chevilles. Les filles, aujourd'hui, montent leur nombril, mais ne supportent plus d'afficher leurs poils. En famille, certaines sont plus décomplexées et d'autres se montrent moins facilement nues. J'ai souvent des questions qui reviennent autour du bain. Jusqu'à quel âge peut-on donner le bain entre frères et sœurs? Ou alors, jusqu'à quel âge peut-on prendre le bain avec son enfant? Mais je crois qu'en fait, il n'y a pas de règle absolue. Mais par contre, il est important d'avoir une certaine vigilance. Par exemple, entre frères et sœurs, si le bain devient une source de trop de découvertes, genre « je te tire les zizi » ou « je te pince la poitrine », alors il est bon d'arrêter. Avec les parents, lorsque l'attitude de l'enfant vous dérange, genre il pose trop de questions sur votre anatomie, ou il commence à manifester de la gêne vis-à-vis de son corps, environ vers 6 ans, il convient évidemment de respecter la pudeur de chacun. Et bien sûr, sans pudibonderie excessive, mieux vaut alors éviter de vous promener nu devant lui. Comme vous l'entendez, intimité ne veut pas dire cachette. Si vous fermez la porte de la salle de bain, c'est que vous faites votre toilette dans l'intimité mais pas en cachette. Tout comme si vous fermez la porte de votre chambre, vous dormez dans l'intimité et non en cachette. Un autre atout que vous avez, c'est instaurer et la capacité à pouvoir instaurer de la place au dialogue. Tous les enfants ont besoin de réponses à leurs questions. Certes, les questions qui touchent sur l'affectivité et la sexualité dérangent, et souvent, elles arrivent au mauvais moment. Cependant, répondre à des questions sur ces sujets qui touchent à l'affectivité et à la sexualité, c'est entamer un dialogue de l'intimité qui crée des liens de partage et qui crée de la complicité aussi. Une éducation affective et sexuelle est plus large qu'une information sur la sexualité, même si celle-ci évidemment est importante. La finalité est d'aider l'enfant à développer sa personnalité en ayant une image positive de lui-même et de son corps, en ayant aussi un regard juste sur sa capacité à aimer et à être aimé. C'est une éducation à l'amour et à la responsabilité. Plus cette information sera positive, et mieux elle sera accueillie par l'enfant. Alors, un petit truc. Quand un jeune pose une question, commencez par lui demander ce qu'il sait sur ce sujet. Je me souviens d'un garçon de 6 ans qui a demandé à sa mère ce que voulait dire le mot sexe. La mère, affolée, bafouille quelques mots, le fils ahuri par les propos de sa mère lui tend une feuille. Il voulait simplement savoir que mettre après le mot sexe, masculin ou féminin. En fait, il était en train de remplir un espèce de formulaire. Alors, fini les sueurs froides pour savoir quoi répondre, renvoyez simplement la question « Qu'est-ce que tu entends par là ? Que connais-tu de ce mot ? Que signifie-t-il pour toi ?» L'avantage de cette reformulation est aussi de prendre du recul, de réfléchir aux mots les plus ajustés, voire même de différer la réponse si vous manquez de connaissances ou si vous êtes bousculé par la question. Un enfant sera touché par un adulte qui admet ne pas connaître une réponse. Ça lui montre aussi qu'il peut lui aussi se poser des questions. Être adulte, ce n'est pas avoir la science infuse. Par contre, une chose qui est hyper importante, c'est que si vous décalez, si vous postposez la réponse à la question, surtout revenez-y. C'est vraiment important. Ne bottez pas en touche. Reformuler, c'est aussi une manière de pouvoir répondre à la question avec justesse. Si par exemple vous restez un peu abasourdi parce que votre enfant vous demande ce que c'est qu'un préservatif, renvoyez simplement la question.
Pour toi, un préservatif, qu'est-ce que c'est? S'il vous dit, en fait, je crois que c'est fait pour ne pas avoir d'enfant, vous confirmez. Et pour lui, c'est OK. Pas besoin de vous lancer dans comment est-ce qu'on met le préservatif, ni dans de grandes explications sur le sida ou les IST. Oui, c'est vrai que le préservatif protège aussi des maladies. Il reviendra vers vous pour poser des questions plus tard. Mais n'en racontez pas trop. L'importance aussi d'en parler dès le plus jeune âge, c'est d'ouvrir le dialogue. Donc, commencez par expliquer tout simplement qu'un garçon, il a un zizi et des testicules, que la fille, elle a un sexe différent. L'enfant doit sentir que tous les sujets peuvent être abordés avec leurs parents et le tout sans risque. Et puis, dites-vous, parce que vous l'avez sûrement expérimenté, les enfants posent des questions franches et de manière simple. Si l'enfant ressent un malaise, il pourrait éviter le sujet. Parce que les enfants sont malins, ils cherchent avant tout à protéger leurs parents. Et la place du plaisir là-dedans? Vers 2-3 ans, c'est l'âge de l'exhibition. Normal, 90% des enfants s'y prêtent. Leur insatiable curiosité les porte à s'examiner de très près. Ils prennent conscience en touchant leurs organes génitaux que cette région est particulièrement sensible. En frottant ces organes sexuels, la petite fille ou le petit garçon ressent du plaisir, fonction de détente, d'apaisement, purement sensuel. La petite fille qui montre sa vulve exprime sans doute qu'elle vient de se rendre compte qu'elle est différente des garçons et elle affiche sa spécificité. Le garçon, pénis au vent, montre que les filles l'intriguent. On évite de lui dire « Arrête de te balader tout nu, je vais te la couper, touche pas à ça !» Quand on n'en fait pas un drame, la ferveur nudiste s'émousse rapidement. Rassurez-vous, votre enfant ne deviendra pas un adulte pervers. Il fait simplement comme tous les autres enfants. Il arrive aussi fréquemment qu'un enfant de cet âge-là se masturbe. Ça peut durer même assez tardivement, en tous les cas chez les enfants, puisqu'il y a 2 jours, j'ai entendu une petite jeune fille qui est venue me confier qu'elle avait 10 ans et qu'en fait, effectivement, elle se masturbait. Là encore, il appartient aux parents de leur expliquer qu'il y a des limites sans y mêler des notions de morale, c'est bien ou c'est mal, qui associeraient aux organes génitaux une idée péjorative ou malsaine. Aller à la découverte de son corps est naturel, et l'enfant se caresse surtout quand il est inquiet ou énervé. Ça lui procure à la fois du plaisir et un apaisement. Pas de quoi lui donner mauvaise conscience. Il suffit de lui dire sereinement « ça ne se fait pas en public, c'est pour que ça, tu ne vois jamais papa et maman faire ça ». Et là, on peut reparler de l'intimité. Que dire également à son fils de 5 ans qui annonce fièrement « mais j'ai mon zizi tout dur ». Eh oui, c'est normal, de temps en temps, il est tout dur, et puis il le redevient plus petit et plus mou. Ton zizi, il vit, il te donne des sensations. À questions simples, réponses simples. Il sera toujours temps d'aller plus dans les détails quand ils seront plus grands. Et alors, la fameuse question, comment fait-on les bébés? Pareil, même technique, retournez-lui la question. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est encore le meilleur moyen de savoir où est-ce qu'il en est, de ce qu'il sait, de ce qu'il a entendu. Souvent, vers 4 ans, les enfants imaginent que pour avoir un bébé, il faut manger une graine. Expliquez-lui que c'est papa qui donne une graine à la maman au cours d'un gros câlin. Évidemment, il va vouloir savoir comment et d'où vient la graine. Vous pouvez dire tout simplement que la graine du papa vient des testicules et que la graine de la maman vient des ovaires et que les ovaires de la maman sont bien cachés à l'intérieur de son corps. Et à la question, mais comment le papa dépose la graine? Contentez-vous de lui dire par le sexe, c'est suffisant, votre enfant ne demande pas à connaître vos positions sous la couette. C'est aussi et surtout par rapport à cette question comment fait-on les bébés, c'est l'occasion de raconter à votre enfant son histoire. Racontez-la lui, la joie de la découverte que vous alliez d'être parent, le déroulement de la grossesse, la merveille de découvrir le visage à la naissance, le choix de son prénom, s'il a des frères et sœurs, comment ça s'est passé quand il est arrivé, et puis quand il était bébé, quel genre de bébé c'était, est-ce qu'il pleurait, quand est-ce qu'il a souri, les premiers éclats de rire, la première fois qu'il a marché, qu'il s'est tenu assis. Vous n'imaginez pas comme l'enfant, il est heureux de connaître son histoire. Non seulement vous faites plaisir à l'enfant, mais en plus de ça, vous vous faites plaisir aussi à vous-même. Sachez vraiment que la plus belle histoire que vous puissiez lui raconter, c'est bien la sienne. C'est cette belle histoire qui lui a donné la vie. À travers cette histoire, vous donnez à votre enfant de la sécurité, vous le rassurez sur le fait qu'il est aimé.
Une autre situation à laquelle vous pouvez être confronté, c'est de surprendre votre fils de 4 ans, par exemple, et sa cousine de 5 ans, qui sont complètement nus. Alors, comment réagir? Que faire dans cette situation? Si vous surprenez une scène, évitez de dramatiser. Si vous êtes choqué ou déstabilisé, mieux vaut vous abstenir de réagir. Laissez alors les enfants et revenez plus tard sur la situation si vous y tenez quand vous aurez repris votre esprit. Essayez au maximum d'éviter de dire qu'il s'agit de quelque chose de sale et de honteux, avec des réflexions comme « Oh, arrête tes cochonneries, c'est épouvantable ». Sinon, l'enfant va se sentir coupable de quelque chose d'abominable, qui, en fait, est surtout le problème de son parent. L'adulte regarde la situation avec sa lunette d'adulte. Chez l'enfant, sachez que rien n'est prémédité et que ces attitudes-là, elles prennent place au milieu d'un autre jeu. Quand par exemple il joue au docteur, l'auscultation est sur le même plan que la prise de médicaments ou la prise de température. L'enfant est dans ce jeu. Pareil, une fille de 5 ans ne décide pas cet après-midi de faire l'amour avec son voisin. L'enfant est différent de l'adulte. La planification et l'organisation sont totalement absents. L'enfant, il est simplement curieux. Curieux de vouloir découvrir son corps, de vouloir découvrir le corps de l'autre. Ces jeux ne sont ni sales ni honteux. Dites-vous que l'enfant a besoin de scénarios imaginaires pour parvenir à avoir le bon comportement au bon moment et, devenu adulte, de tels scénarios lui permettront d'accéder à une sexualité ludique de bonne qualité. Reste que le rôle de parent est aussi de poser des limites. On peut lui dire tranquillement que ce sont des choses que l'on fait que quand on est grand. Si un enfant cherche à regarder le sexe des autres enfants, genre je te montre le mien et tu me montres le tien, des jeux au cours desquels les enfants du même sexe ou de sexe opposé se montrent leurs organes génitaux. À travers ces jeux sexuels, le petit se compare et se rassure sur sa normalité. Dites-vous que souvent, même si l'enfant voit ses parents nus, votre sexe lui semble tellement démesuré et le sien lui semble tellement petit. Rassurez-vous, en général, tous ces intérêts s'estompent vers l'âge de 6-7 ans quand l'enfant est bien rassuré et il est bien au fait de son identité. Quoi qu'il arrive, toutes ces situations sont d'excellentes occasions pour parler avec l'enfant du respect du corps. Étais-tu d'accord? L'autre était-il d'accord pour jouer? Et si vous avez du mal à en parler, le non-verbal a son importance. Rappelez-vous de cette éducation silencieuse. Montrez par votre attitude qu'il n'a pas à se sentir coupable et honteux. Et cette ouverture de dialogue, c'est aussi l'occasion de prévenir que tout ça, on ne fait jamais avec les grands, ni avec la famille. Petit détour de ce fait par les abus sexuels et sur l'inceste. Combien il est important que l'enfant prenne conscience de sa capacité à pouvoir dire non à quelque chose qu'il ne souhaite pas. Quand il est dans une situation où il sent en lui que quelque chose ne va pas, c'est comme ça souvent que je leur parle, que ça les chicote, que ça les dérange. Surtout, c'est important de dire non, même si on aime bien la personne. Rappelez-vous, désaccord ne veut pas dire désamour. Et oui, et c'est valable à tout âge, notre corps nous appartient et nous sommes les seuls à savoir ce que nous ressentons et nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important que l'enfant l'entende dès qu'il est petit. Alors maintenant, par rapport à tous ces abus, en tous les cas, et ces préventions pour les abus, une fois dit, inutile de le répéter tous les 3 jours. Car si vous abordez le problème extrêmement souvent, l'enfant va se rendre compte que vous avez peur et que si vous avez peur, le jour où votre enfant rencontrera un problème, il n'osera pas vous en parler parce qu'il cherchera avant tout à vous protéger. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. L'enfant aura une représentation juste et claire de la sexualité seulement à la puberté. 2. Pour l'enfant, aucune zone du corps est taboue. 3. La plus belle histoire que vous puissiez raconter à votre enfant est la sienne. 4. L'intimité ne veut pas dire cachette. Et surtout, faites-vous confiance. La petite mousse de la semaine nous propose les propos de Jean Gastaldi. La confiance en soi, c'est éliminer de notre chemin de vie les craintes inutiles. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast.
Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.